Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. C'est avec le même plaisir que je te retrouve aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle vidéo. Au cours de ces derniers mois, l'équipe d'Angular chez Google a apporté pas mal d'améliorations significatives sur le framework Angular. Et ces améliorations peuvent être classées en deux types. Des améliorations qui vont carrément changer notre façon de développer ou notre façon même de penser les applications à développer en Angular. Et d'autres améliorations qui auront simplement pour but de nous permettre d'accroître notre productivité. Alors, pour te parler de ces améliorations et dans un souci de faire des vidéos courtes qui te permettent d'assimiler des choses, des notions essentielles, j'expliquerai ces changements dans deux vidéos distinctes. Dans celle d'aujourd'hui, je te parlerai en fait des changements radicaux qui ont été apportés par l'équipe d'Angular et qui modifient disons plus ou moins notre façon de développer les applications ou alors tout simplement la façon avec laquelle nous pensons les applications que nous allons développer en Angular. Dans une seconde vidéo, je te parlerai de ces améliorations qui ont été apportées et qui permettent de booster notre productivité en tant que développeur Angular. Car oui, quelquefois, il faut le reconnaître, Angular peut sembler verbeux et certaines personnes peuvent considérer à tort ou à raison que le framework est une usine à gaz. Mais tenez-vous tranquille, à la fin de cette vidéo, vous verrez que le framework Angular s'est grandement amélioré. C'est pourquoi moi personnellement, je me vois encore développeur Angular pendant un très bon nombre d'années. Alors si tu commences à peine à me suivre, ça je m'appelle Yvan. Ici sur cette chaîne, je te parle principalement d'IT et quelquefois aussi, je fais des interviews où je mets en avant quelques profils IT et je te parlerai également aussi plus ou moins souvent d'entrepreneuriat numérique. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est quelque chose qui t'intéresse afin de ne rien rater. Aujourd'hui, nous sommes à la version 16.2 d'Angular et croyez-moi, le framework s'est grandement amélioré. Et parmi les améliorations, vous avez les signaux. Les signaux ou signals en anglais, en fait, ça va représenter le plus gros changement qui a été opéré depuis que nous sommes passés d'AngularJS à Angular 2, dont le plus gros changement opéré de la version Angular 2 jusqu'à nos jours. Les signaux, c'est le plus grand changement effectué. Et les signaux, le concept des signaux en lui-même, ou signals en anglais, c'est un concept qui existe déjà dans la plupart des frameworks, comme Vue.js par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe d'Angular est passée aux signaux, ou du moins est en train d'adopter progressivement l'utilisation des signaux dans les applications, dans le cadre des applications développées en Angular, pour plusieurs raisons. Mais les principales raisons sont liées à la réactivité. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait trouver au framework Angular un framework capable à la fois d'avoir une réactivité fine et aussi un bon rendu UI. Et au même moment aussi, il fallait optimiser la détection de changements. Pour la petite histoire, le framework Angular a déjà, si vous voulez, un mécanisme qui permet de faire de la programmation réactive. Le mécanisme dans le framework Angular permet de faire de la programmation réactive avant les signaux, ça s'appelle RxJS. RxJS, lui, il est adapté pour les opérations synchrones et asynchrones, mais malheureusement, il n'est pas très adapté pour les opérations en fait de rendu côté UI, côté user interface. Il n'est pas très adapté. C'est un peu ça l'un des inconvénients de RxJS. L'équipe Angular s'est donc dit il faut donc qu'on trouve à la fois un outil capable de faire ces travaux, ces opérations autant pour moi asynchrones et synchrones et aussi adapté pour le rendu UI. Par la suite aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Angular intègre déjà un mécanisme qui permet de faire la détection de changement. Ce mécanisme qui permet de faire la détection de changement avant signal, ça s'appelle Zone.js. Le problème avec Zone.js, ou du moins ce qu'il faut savoir, c'est que Zone.js, en fait, en réalité, lui, il détecte le changement de manière globale, mais il ne donne aucun détail sur ce qui a causé le changement. Est-ce que c'est un clic de bouton? Est-ce que c'est un rafraîchissement? Il ne donne pas de détails sur ce qui a causé le changement, encore moins sur ce qui a changé. C'est la raison pour laquelle vous vous rappelez, tous les développeurs Angular se rappellent de ce fameux tics suivant lequel on évite d'appeler des méthodes dans le template à cause du fait que la détection de changement s'exécute globalement. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune information sur ce qui a changé ou encore moins sur ce qui a provoqué le changement. Toute la page, elle est rendue. Il faut donc trouver un moyen de pouvoir savoir exactement ce qui a changé et
pouvoir modifier exactement cette chose qui a changé, d'où dans l'utilisation des signaux, signals ou des signaux. Et voilà, bon, à ce jour quand même, la réalité c'est que les signaux sont encore en mode développeur preview. Dans un mode développeur preview, ça veut dire en fait en réalité, vous pouvez les utiliser, mais il n'est pas exclu que voilà, ça puisse changer avant d'être stabilisé et introduit définitivement dans le framework Angular. Bon, pour pouvoir l'utiliser, déjà les signaux, comme afin de faire la programmation réactive, vous avez la fonction signals. La fonction signals, vous pouvez l'importer depuis Angular Core. Et cette fonction, en fait, va retourner un objet write-up signals. Donc, cette fonction retourne un write-up signals. Et un write-up signal, si vous voulez, en fait, lui, il va hériter d'un signal. C'est un signal qui permet des opérations d'écriture en quelque sorte. Donc, vous allez retrouver des opérations de set qui permettent de modifier la valeur, d'attribuer une nouvelle valeur. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le signal, quand vous importez cette fonction-là, vous l'initialisez avec une valeur initiale, bien évidemment. Et par la suite, comme je disais aussi, vous avez des opérations d'update qui peuvent être effectuées. L'update, ça veut dire on prend la valeur courante et à travers de cette valeur courante, on cherche à obtenir une autre valeur. Vous avez aussi des mutates qui peuvent être effectués. Les mutates, généralement, seront des fonctions de type void qu'on pourra appliquer sur vos signaux. Bon, en dehors de ça aussi, vous avez pour l'affichage, déjà, comme marqué à l'écran, pour l'affichage, vous voyez comment ça se passe. Parce qu'Angular ne sera pas capable de wrapper directement la valeur contenue dans le signal. Donc, du coup, c'est pourquoi on va rajouter les parenthèses après le nom de la variable qui est de type write-up signal ou de type signal. Ça sera généralement toujours comme ça. On va rajouter ces parenthèses-là. Il ne faut pas l'oublier. Et vous avez aussi le compute. Bon, le compute, lui, il va retourner un signal. Au lieu d'un write-up signal, il va retourner un signal. Donc, du coup, lui, il n'est modifiable qu'une seule fois. Et généralement, lui, il va s'appuyer sur des autres signaux comme dépendance afin d'effectuer des actions. Et pour l'affichage, ce sera pareil que pour un write-up signal ou du moins pour la fonction signals. Et afin de pouvoir effectuer donc maintenant des opérations à chaque fois que les signaux changent. Par exemple, on veut synchroniser des valeurs dans notre local storage. On veut par exemple modifier des styles de notre template depuis le TypeScript en fonction de certaines valeurs. Dans ce cas, vous avez des effects. Les effects, en fait, eux, ils prennent en paramètre, eux, ils peuvent prendre en dépendance un ou plusieurs signaux et ils vont s'exécuter à chaque fois que ces signaux-là, l'un de ces signaux va changer. Bon, l'effect, en fait, lui, il va s'exécuter dans un contexte d'injection. Et les contextes d'injection, ça peut être par exemple dans le constructeur ou au niveau de la déclaration des champs, ou alors tout simplement vous allez créer un injecteur contexte et pour pouvoir utiliser, donc si vous voulez, la fonction effect. Mais en gros, voilà un peu à quoi elle va servir. Et puisque c'est une fonction qui écoute, comme vous imaginez forcément, à la fin, pour éviter des fuites de mémoire, il faut donc détruire l'effect. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner de manière globale. Et aussi également, voilà, bon, là, on vient de parler de l'utilisation des signaux pour pouvoir faire la réactivité. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on peut utiliser les signaux, comme précisé tout à l'heure, pour faire la détection de changement. Et les deux mécanismes de détection de changement peuvent cohabiter. Ça veut dire à la fois, on peut utiliser pour certains composants signaux pour la détection de changement et pour d'autres utiliser Zone.js. Simplement pour activer la détection de changement basé sur signal dans un composant, il faut dans les métadatas du component mettre la variable signals à true. C'est simplement ce qu'il faut faire. Bon, c'est vrai que cette fonctionnalité n'est pas encore pleinement prise en charge par le framework. Bon, nous espérons que très bientôt, ça sera pris en charge. Moi, dans mon cas, afin que ça soit pris en compte dans les métadatas, j'ai dû modifier manuellement le fichier index.d.ts2 d'Angular, en quelque sorte, pour pouvoir utiliser cette métadonnée-là directement dans mes composants. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne
Le deuxième changement majeur qui a été apporté au cours de ces derniers mois, toujours sur notre framework Angular, ça concerne les composants standalone. En fait, les composants standalone, ils étaient en preview lors de la version 14 d'Angular et ils ont été définitivement adoptés à partir de la version 15. Il s'agit de quoi en fait? Avec ce concept, nous n'avons plus besoin de modules pour développer nos applications Angular. Nos applications Angular carrément seront développées sans des modules. L'application sera bootstrappée dans le main.ts et chaque composant va importer les modules dont il a besoin. Et pour pouvoir activer ce mécanisme dans les composants, il faut passer la variable, la propriété standalone de metadata du component à true. Donc, quand vous passez cette propriété à true, vous activez cette propriété sur un composant. Maintenant, ce qu'il faut aussi également savoir, c'est que dans une application, les deux types de composants peuvent cohabiter. Donc, on peut avoir des composants standalone et on peut avoir des composants qui ne sont pas standalone. Certaines directives ne peuvent s'utiliser que dans des composants standalone. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne de manière globale ce que c'est les composants standalone. Et l'une des questions que vous vous posez certainement, c'est dans un contexte où nous n'avons plus de modules, comment faire du lazy load? Si nous n'avons plus de modules, justement, c'est toujours possible de faire du lazy load, même dans où lazy load, ça veut dire changement paresseux en français. Même dans ce contexte, c'est toujours possible en fait de faire du changement paresseux. D'ailleurs, j'ai une vidéo toujours sur cette chaîne qui t'explique en profondeur comment est-ce que cela fonctionne. N'hésite pas à la regarder pour te faire plus d'idées sur comment faire du changement paresseux des composants dans un contexte standalone. Afin de migrer vos applications existantes en des applications standalone, la doc officielle vous décrit les 3 principales étapes que je vous invite à lire et à suivre pas à pas afin de procéder à cette migration. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, like et surtout active les notifications pour être notifié à chaque fois que je publierai sur cette chaîne. À très bientôt pour la deuxième partie où je te parlerai en fait des améliorations qui ont été apportées au framework et qui ont pour but justement de t'aider à booster ta productivité. Merci.